Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Studio TV Silmo Acuité. Nous sommes en direct pour parler ce matin des relations entre les complémentaires santé et les opticiens et de leur rôle respectif en matière de santé visuelle. Pour traiter de ce sujet ô combien important pour le secteur, je reçois Véronique Lacan, directeur général adjoint de Viamédis, Jacques Garot, directeur général de France Mutuelle, Fabrice Masson, directeur de la CDO, Éric Plat, le PDG d'Atoll, Jérôme Schertz, président du CASOPI, le syndicat des centrales d'achat au service des opticiens indépendants, Yves Guénin, secrétaire général d'Optique 2000 et Patrice Camacho, directeur santé de Chris Group. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Madame Lacan, vous représentez Viamédis, qui est un opérateur de tiers payant. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et votre rôle ? Alors, le métier de Viamédis, donc, c'est d'être délégataire de gestion du tiers payant pour le compte d'environ 80 mutuelles. Donc, nous représentons aujourd'hui à peu près 4 millions de bénéficiaires qui portent notre carte. En 2009, on a dû à peu près traiter 600 000 demandes de prise en charge d'optique pour un petit peu moins de 200 millions d'euros de prestations réglées aux opticiens. On a une autre activité qui vise le développement de solutions sur mesure pour nos clients, mais là c'est pas le sujet. Notre rôle, je dirais que c'est d'être un intermédiaire à valeur ajoutée entre le professionnel de santé et les assureurs santé. Viamédis a été conçu pour fluidifier, faciliter les échanges entre les professionnels de santé et les assureurs santé. Avec une philosophie claire qui est la nôtre, qui est le respect du rôle de prescripteur de l'opticien, pas d'ingérence dans son métier et la liberté de choix du professionnel de santé pour les assurés. Quelles sont les principales demandes des complémentaires santé en optique ? Alors, les principales demandes des complémentaires santé en optique varient quand même pas mal en fonction de leurs attentes, du degré de contrainte que les assurés sont prêts à accepter, des problématiques financières, économiques qu'elles peuvent avoir, et notamment les rapports sinistres à prime des contrats. Nous, ce qu'on leur propose, en fait, c'est une offre qui va d'un tiers payant simple, basique, la dispense d'avance de frais. Aujourd'hui, on travaille avec quasiment tous les opticiens. Il y a plus d'11 000 opticiens qui échangent quotidiennement avec Viamédis, à une solution de tiers payant régulé qui est bien connue des opticiens, qui s'appelle le filtre optique et qui là encore respecte complètement notre philosophie. On ne fait pas du tout d'ingérence dans la pratique professionnelle. On s'assure juste à partir des critères détaillés de l'équipement que les prix facturés sont dans des prix de marché. Si c'est pas le cas, on revient vers l'opticien, on échange avec lui de façon à lui laisser la main et à éviter des réclamation d'assurés, éviter que potentiellement l'opticien perde sa vente, c'est absolument pas l'objectif. Voilà. Aujourd'hui, Viamédis ne propose pas d'offre de réseau agréée sur des critères, on va dire tarifaires. On estime que c'est la stratégie de nos clients parce qu'il y a une forte implication avec les garanties de leur contrat et aujourd'hui ça fait pas partie de la stratégie de Viamédis à ce jour. Monsieur Garot, vous dirigez France Mutuelle, une complémentaire santé qui est réputée pour ses innovations puisque vous avez entre autres inventé le principe de franchise cautionnée qui permet à l'adhérent de récupérer une partie de sa cotisation s'il ne consomme pas ou peu de soins dans l'année. Quelle est votre vision du rôle des OCAM en optique ? Alors d'abord, je ne dirais pas OCAM, organisme complémentaire d'assurance maladie, je dirais assureur santé facultatif, que l'on soit assureur, mutuelle ou institution de prévoyance. Alors pour nous, notre vision, c'est de dire que nous sommes un assureur, nous n'avons pas à faire d'ingérence dans les métiers des professionnels de santé, on va dire que les opticiens en font partie. Et nous disons que ce que nous devons pouvoir faire, c'est permettre à chacun de nos adhérents, quel que soit son niveau de revenu, de pouvoir atteindre au meilleur équipement possible. Alors, il est très important aussi de dire que, parce qu'on parle souvent de tarification, quand on parle de réseau, c'est pour obtenir des prix, nous estimons que si nous voulons voir la profession d'optique innover, tant pour les verres que pour les montures, il faut lui en donner les moyens, et qu'il faut accepter d'en payer le prix. C'est dans l'intérêt des citoyens. Madame Lacan, les complémentaires santé semblent avoir compris cette vision des choses également ?
Oui, bien sûr. Je pense que, nos clients, en l'occurrence, je parle pour nos clients ou les autres assureurs santé qu'on peut rencontrer, souhaitent bien sûr que leurs adhérents puissent bénéficier d'un équipement de bonne qualité qui réponde à leurs problématiques visuelles. Le tout dans le cadre de tarifs compétitifs. Voilà. Alors après, c'est la manière d'y arriver qui peut varier d'un opérateur à l'autre, mais oui. Monsieur Masson, vous dirigez la CDO qui a réalisé avec Galileo Business Consulting une étude sur les attentes des porteurs vis-à-vis de leur complémentaire santé. Au vu des résultats que vous avez obtenus, est-ce que les attentes des porteurs sont en phase avec celles des OCAM, des complémentaires santé ? Oui, alors, cette étude, je ne vais pas revenir sur la méthodologie et ce qui nous a amené à faire cette étude, nous a effectivement quand même rassurés dans le sens où la santé visuelle, qui fait partie des garanties prises en charge par les assureurs, est une préoccupation majeure. Ça rejoint en cela les résultats des études de la SNAV, ou du baromètre de la SNAV, je crois, qui tous les ans mesure cette évolution. La santé visuelle, c'est un enjeu majeur pour les consommateurs, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il est un critère important du choix d'une complémentaire santé. Alors lorsqu'ils ont l'occasion de choisir, puisque c'est peut-être également leur entreprise qui choisit à leur place, et différents résultats vont dans le sens ou non. Ça peut contredire certaines positions. On voit qu'il n'y a pas un consommateur, mais il y a quand même une majorité de consommateurs qui finalement rassurent tout le monde. Par exemple. Est-ce que vous pouvez nous détailler brièvement les principaux enseignements de cette étude ? Oui. Par exemple, on reparlera peut-être du tiers payant tout à l'heure, mais une majorité de consommateurs sont prêts à payer un tiers payant. C'est vrai qu'on reparlera du tiers payant dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce qu'en matière de santé visuelle... En matière de complémentaire santé, on a à travers cette étude, mais on en reparlera peut-être de façon plus détaillée, on a interrogé le consommateur sur sa perception de nouveaux contrats qui, pour avoir peut-être un remboursement majoré, l'inciterait à s'orienter auprès d'un opticien sélectionné ou à choisir dans une gamme définie. On se rend compte effectivement que la pensée la plus générale est effectivement celle du consommateur et qu'il est globalement assez réfractaire. On se rend compte à travers cette étude également que l'information sur les garanties est un critère important, puisque je crois qu'ils sont 71% à vouloir s'informer sur leurs conditions de garantie avant l'acte d'achat, et à ce titre-là, l'information n'est pas toujours excellente. Monsieur Schertz, donc votre syndicat, le CASOPI, vise à défendre les intérêts des opticiens indépendants. Selon vous, quel rôle respectif doivent jouer les complémentaires santé et les opticiens en matière de santé visuelle ? Bonjour, déjà je crois que j'ai envie de dire chacun son métier. Les complémentaires et les assureurs doivent faire leur métier qui sont d'assurer les personnes et les personnes françaises, et les opticiens doivent faire leur métier. Donc a priori ce qu'on souhaite et ce qu'on pousse, c'est que il n'y ait en aucun cas une ingérence de la part de ces complémentaires et de ces organismes dans notre métier. L'ingérence, c'est quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? Peut-être que comme vous avez dit, tous les acteurs ne sont pas autour de cette table, mais il y a certaines assurances comme complémentaires qui ont tendance à faire des appels d'offres, à créer des réseaux ouverts ou fermés. Vous parlez de Calivia, par exemple, que nous avions invité et qui ils ont refusé de venir sur ce plateau. Voilà. Et cette façon de faire est en fait assez difficile pour nous en tant qu'opticiens indépendants à supporter. Oui, donc au niveau imposer des tarifs à la baisse, des choses comme ça. Très bien. Alors justement, Éric Plat, votre enseigne Atoll a averti au moment de l'appel d'offres de Calivia des risques liés au développement de ce type de réseau d'opticiens partenaires. Alors quel doit être selon vous le rôle des complémentaires santé en matière de santé visuelle, sachant qu'elles prennent quand même en charge 50% de l'optique en France ? Oui, c'est vrai, elles prennent en charge 50% de l'optique en France, mais ce sont des assureurs, c'est leur rôle d'assumer des risques. D'accord ? Donc, quand ils encaissent les cotisations
ils sont contents de les encaisser, c'est bien normal. Mais le jour où il y a un risque, où il y a, ça peut, dans l'optique en tous les cas, c'est une dépense en matière de lunettes, ils doivent l'assumer de la même façon. Alors évidemment, je comprends bien qu'ils doivent équilibrer leurs comptes. C'est bien normal, surtout quand on est un organisme comme une mutuelle ou un organisme qui gère des fonds de cotisation, évidemment. Mais il ne faut pas non plus que ces gens-là s'ingèrent dans notre profession et fixent les tarifs. Et nous trouvent, j'entends de toutes parts, des assureurs qui ont des tas de solutions pour améliorer la productivité dans nos magasins. On est quand même mieux renseignés que ces gens-là pour savoir ce qu'il faut faire dans nos magasins et nous réfléchissons suffisamment à tous ces points-là pour nous améliorer en la matière. Monsieur Guénin, votre point de vue sur ce que vient de me dire Monsieur Plat ? Je crois, si vous voulez, que effectivement, le mieux placé, c'est l'opticien qui est l'auxiliaire de santé visuelle naturelle des ophtalmologistes. Après, je dirais que si je partage sur le fond, sur la forme, j'émettrai quelques petites nuances. Un payeur, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en dehors de l'aspect déclaratif, un payeur, il veut savoir ce qu'il paye. Donc ils ne veulent pas être payeurs aveugles. Ils ne veulent pas être payeurs aveugles et ça, quelque part, c'est effectivement quelque chose qui est logique. Pour moi, il y a deux cas. Ne pas être payeur aveugle, ça veut dire, est-on sûr de la marchandise qui est vendue à l'assuré ? Et là, il faut le faire. Ça, c'est la notion de transparence. C'est la notion de transparence. On y reviendra d'ailleurs avec Chris Group. Qui est extrêmement importante. Donc ça veut dire qu'il faut sécuriser l'acte d'achat, entre guillemets, de notre client ou de l'assuré. Et c'est vrai que si l'on veut prouver que l'on est un membre éthique de la chaîne de santé visuelle, il faut qu'il y ait une correspondance avec le produit livré. Donc ça veut dire système informatique. Ça veut dire traçabilité à partir du moment de la commande jusqu'à la livraison au client et aucune ambiguïté. Je vois que Madame Lacan acquiesce. Je pense effectivement que si cette traçabilité existait, on en a bien sûr déjà un début avec OptoMC, mais il faut, je pense, aller jusqu'à la délivrance du produit et de la commande. On aurait peut-être beaucoup moins de soucis de négociations tarifaires telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est un point de fond. Mais je crois pas. Oui. Nous, sur Optique 2000, on a un logiciel qui a été fait par une filiale de France Télécom qui, quelque part, donne cette traçabilité complète. Ce logiciel, il a été imposé. Et je crois que dans la réalité, dans la transparence des relations, ça serait effectivement, si tout le monde avait ce type de logiciel ou qui est dans l'ensemble des magasins, on aurait un débat qui serait peut-être plus mature. Donc, traçabilité, c'est le premier point. Deuxième point, le produit. Le produit, bien sûr, c'est l'opticien qui est le mieux placé pour délivrer le produit de santé visuelle à son client. Oui, ça, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Alors, néanmoins... Oui, si je peux quand même rajouter une petite chose. Ce qui me gêne dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on jette un petit peu l'opprobre sur l'opticien. Imposer un logiciel, moi je suis totalement contre, dans la mesure où il me semble quand même que cette notion de fraude, qui est reprise en cœur en permanence par un certain nombre de détracteurs de notre profession, est marginale. Et ça, je pense que les opticiens ne le disent pas assez haut et fort. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est corroboré par... Mais c'est à la demande du consommateur, de toute façon, puisque l'étude de la CDO le prouve. Si vous voulez, grosso modo, on évalue entre 7 et 15% de factures arrangées. Je reconnais qu'il faut faire diminuer ce pourcentage-là. C'est pas normal et il faut tâcher d'éradiquer ce phénomène-là. Mais 7 à 15%, c'est déjà très faible. Ça veut dire qu'il y a quand même 85 à 90% des factures qui ne sont pas arrangées. Donc pour moi, c'est un faux problème. Qu'il y ait traçabilité, oui, parce que c'est un service rendu au consommateur, parce que c'est une question d'éthique, de morale. Donc évidemment que quand on vend un produit, il faut mettre ce produit sur la paire de lunettes. Et il faut donner le moyen au consommateur de contrôler qu'effectivement ce produit est bien celui qu'il a acheté. Maintenant, quant à imposer, là je suis un petit peu plus réservé. D'accord. Alors je crois que je ferai intervenir Chris Group sur cette notion de transparence, mais je crois que Monsieur Masson voulait ajouter quelque chose. On est en train de parler de quoi ? On est en train de parler de confiance, et d'outils que nous mettrions en place pour rassurer le consommateur. Mais enfin, je vais prendre 2-3 chiffres.
on avait demandé, à côté de l'ophtalmologiste, qui est le plus à même de contribuer à la santé visuelle des consommateurs. À 82%, les Français répondent l'opticien. Et donc 18, la complémentaire santé. Donc il y a une frange de la population, effectivement, qui fait plus confiance dans la complémentaire santé, mais ça n'est en aucun cas la majorité. Et alors quand on cherche à rentrer dans le détail, la question était à qui faites-vous le plus confiance? Donc le mot confiance était réellement cité. Parmi la complémentaire santé ou l'opticien, ou les deux, pour des questions de qualité. Évidemment, l'opticien ressortait à 91%. De rapport qualité-prix, l'opticien ressortait également comme désigné à 72%. Et des questions de prix, purement de prix, les opticiens encore sortaient dans 66%, 2 cas sur 3, comme étant l'interlocuteur en qui le consommateur avait le plus confiance. Donc c'est vrai que l'émergence de réseaux fermés, de complémentaires santé qui visent à rassurer le consommateur pour mieux maîtriser son reste à charge, sa dépense en optique, essaye d'exacerber des peurs de manque de traçabilité, etc. Mais nativement, en tout cas, la majorité des consommateurs font fort heureusement confiance à leur opticien. Moi, je m'étais noté en point numéro 1 pour cette table ronde, éliminons les soupçons qui pèsent sur notre profession. Que diable ? Parlons d'autre chose, parlons de santé visuelle, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient en permanence et qui finalement jette l'opprobre sur cette profession. C'est dramatique. La plupart des opticiens exercent leur métier d'une façon totalement honnête et mettent les verres qu'ils ont promis à leurs clients sur la paire de lunettes de leurs clients. Monsieur Guénin ? Heureusement, et je partage ce qui est dit. Juste un point sur les logiciels informatiques. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de la santé visuelle, on parle aussi du coût. Je crois que les échanges de données informatiques, c'est aussi un des points qui va permettre aux complémentaires de pouvoir traiter plus facilement les données, qui va pouvoir permettre, entre guillemets, de réduire le temps de traitement, qui va pouvoir permettre de rembourser plus vite l'opticien, qui va abaisser les frais de gestion. Et je crois que, effectivement, aujourd'hui, on est dans une ère où bien les envois par papier, etc., ça n'existe plus, ça n'a plus de raison d'être. Donc je crois qu'il faut résolument avancer sur des liens qui sont modernes, des liens qui sont sécurisés, même si ce n'est pas le point essentiel, mais ça fait partie de l'ensemble de la chaîne, et qu'on va arriver en systématisant les connexions informatiques à diminuer les coûts. Maintenant, bloquer les prix, non. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a prix imposé, il faut effectivement que ça soit ces prix-là et pas d'autres prix. Après, si on peut répondre dans une limite 2, on répond dans une limite 2. Monsieur Garot ? Sur la question de la confiance, je partage tout à fait ce qui a été dit il y a un instant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir un système sur le quelques pourcentage de malhonnêtes qui peut exister dans une profession. Il faut essayer de bâtir ce système sur la relation de confiance et sur l'honnêteté. Mais elle peut être appuyée par des outils. Et nous sommes dit qu'il ne convenait pas de faire de l'ingérence dans les métiers de l'optique. On n'y connaît rien. On ne sait pas de quoi il s'agit. On est incapable de vérifier la qualité. Et puis on n'est pas là pour ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je partage ce point de vue. Alors les outils que nous avons mis en place sont simples, c'est que nous avons essayé, pour tous les métiers de santé, de faire en sorte que la relation qui existe entre le professionnel de santé et l'assuré, le patient, soit une relation de client à fournisseur. Je paie une prestation, et ce que je veux, c'est en avoir pour mon argent. Et moi, en tant qu'assureur, je suis là pour permettre, à travers l'assurance, à mes assurés, aux patients, de pouvoir financer ce bien, cette prestation, cet acte. Alors, les deux outils que nous avons mis en place, vous l'avez tout à l'heure légèrement évoqué, c'est la garantie franchise cautionnée qui fait que l'assuré sait que s'il modère ses dépenses, tout en se soignant, il pourra bénéficier du retour d'une partie de ce qu'il a versé à la mutuelle. Le deuxième outil que nous avons mis en place, c'est la carte d'adhérent mutuel qu'on appelle RMS et qui veut dire remboursement mutuel simultané. Cette carte est introduite par l'opticien dans son terminal de paiement électronique bancaire. Grâce à ce terminal et à un logiciel qui est téléchargé gratuitement, il va saisir les codes actes et montants avec monture. Il rend la carte à l'assuré. Le lendemain, nous allons générer un versement qui fait qu'il ne bénéficie pas de tiers payant parce qu'il a payé,
Donc il sait combien ça coûte, mais il est remboursé si vite que si par exemple il a payé par chèque ou par carte bancaire, il sera remboursé avant même d'être débité. On reviendra un peu plus tard sur cette notion de tiers payant. Justement, je voudrais faire intervenir Monsieur Camacho, qui représente ici Chris Group, sur la notion de transparence, puisque Chris Group s'est doté cette année d'un programme déontologique pour garantir la transparence des opticiens de ces 5 enseignes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, est-ce que ça fonctionne? C'était pour avoir en échange un peu plus de souplesse de la part des complémentaires santé? Alors un peu plus généralement, nous avons souhaité, en tant que premier groupe optique en France, donner des repères au marché. Et on se rend compte aujourd'hui que notre marché manque certainement de repères. On les a déclinés en 3 axes. Le premier, qui décrivent bien le rôle de l'opticien dans la chaîne de santé visuelle. Premier axe, c'est l'axe technique. Deuxième axe, c'est l'axe esthétique. Et le troisième axe, c'est l'axe éthique que je vais développer, qui correspond à votre On va se concentrer sur l'éthique, oui. Alors l'éthique, on a souhaité le développer notamment autour d'un programme déontologique. Donc là, on n'est pas dans le logiciel imposé, on est dans quelque chose d'un peu plus léger, peut dire ça on est au contraire de l'imposition, puisque c'est nos opticiens qui, à plus de 90%, ont voté en Assemblée Générale une résolution qui les engage dans un programme déontologique, qui les pousse et qui les entraîne, enfin qui fait qu'ils vont respecter une charte déontologique. Qui est charte déontologique qui est supervisée par un comité déontologique issu d'élus, une comité d'élus qui va entendre les personnes qui pourraient parfois Ces élus, c'est qui? C'est des élus régionaux et des élus du conseil d'administration. D'accord. Et ça marche comment? Alors en fait, on a mis à disposition du marché des complémentaires santé particulièrement une adresse mail simple, déontologie@chrisgroup.com, adresse mail par lequel les complémentaires santé peuvent nous remonter des cas instruits de dossiers qui montrent des dysfonctionnements par rapport à cette charte. Aujourd'hui, le dispositif est en rodage, on va dire, puisque on n'a pas de cas très sérieux à traiter. Mais vous avez quand même déjà des remontées, enfin le dispositif fonctionne. Le dispositif fonctionne. Alors Madame Lacan, est-ce que ce type de démarche vous paraît en phase avec ce qu'attendent les complémentaires santé? Oui, bien sûr. Ce type de démarche intéresse les complémentaires santé. Il y a celle-ci, il y en a eu d'autres également dont on a pu avoir connaissance. Oui, je pense qu'en termes qualitatifs, c'est un point important et je pense que vu patient, avoir une prise en charge qui intègre l'analyse de l'ancien équipement, un contrôle de la vue, etc. et faire en sorte que tout ça soit bien intégré dans la pratique de l'opticien, je pense que c'est des points qui sont très positifs. Oui. Monsieur Garot, sur ce programme de déontologie? Moraliser une profession est bon, donc je suis tout à fait favorable, bien entendu, d'autant que ce n'est pas notre métier à nous de moraliser votre profession, mais c'est à vous de le faire, avant tout. Bon, j'estime quand même que 7 à 15%, c'est quand même un peu beaucoup, alors essayez de faire des efforts. Yves? Oui. Moi, je suis frappé, et je suis heureusement d'ailleurs, par l'ensemble des initiatives des uns et des autres. Donc Chris a fait une charte. Nous, on avait fait une charte il y a 3 ans, donc tout ça, ce que je m'aperçois, c'est que on entend beaucoup de choses qui vont dans un bon sens. Après, c'est sur des stades différents. Je crois que très souvent, on a tendance à dire, mais finalement, les enseignes, ils font du commerce. Je m'aperçois que les enseignes, toutes les enseignes qui sont ici présentes, elles font pas du commerce, elles font de la qualité. Elles font de la qualité. Et de la santé. De la santé. Elles norment l'ensemble des éléments. Alors peut-être qu'on arrivera. On avait au niveau du SINOP fait un process en disant s'il y a fraude, on s'engage à avertir 1 fois, 2 fois, etc. La 3e fois, à ce que l'enseigne prenne également des dispositions et on s'engage entre nous à ne pas reprendre l'adhérent qui aura fraudé d'une enseigne, pas le reprendre sur une autre enseigne. Et est-ce que ça a été fait parce qu'on en a sans vouloir être polémique, puisqu'à l'époque nous étions au SINOP, c'est vrai ce que vous dites Yves. En contrepartie, l'ensemble des adhérents du SINOP de l'époque avaient proposé que l'enseigne puisse éventuellement signifier à son adhérent qu'il ne ferait plus partie de son enseigne. À l'époque, vous aviez refusé. C'était pour moi une solution, non pas pour pour menacer nos adhérents,
mais pour leur montrer l'importance qu'il y a à faire très attention avec un contrat d'assurance et à ne pas frauder l'assurance. Et j'avais regretté d'ailleurs à l'époque, c'est ce qui avait plus ou moins motivé d'ailleurs notre départ du SINOP. Mais je crois que, encore une fois, ne nous étendons pas quand même trop longtemps sur ce sujet-là. Parce que, très franchement, c'est quand même à la marge ces problèmes-là. Juste quand il y a une contre-vérité, quand il y a une petite contre-vérité, on avait dit, nous, on est d'accord. Par contre, nous, on a un logiciel qui empêche de frauder. Nous, on sait ce que l'on fait. On sait ce que l'on peut avoir comme qualité des uns et des autres. Et on voudrait que tout le monde ait la même exigence pour qu'on puisse, quelque part, imposer le même problème. Donc, quelque part, s'engager au niveau des opticiens Optique 2000 ou l'ISAC, c'est quelque chose qu'on pouvait faire. On demandait un certain nombre d'exigences d'autres enseignes. Voilà, c'est juste. Voilà, on clôture le débat sur cette question. Pour clôturer, parce qu'on a effectivement parlé des actions des chaînes d'optique, des opticiens pour garantir cette confiance. Je pense qu'il y a, et on va en parler tout de suite sûrement, il y a aussi des actions par les assureurs à mener, et j'aimerais qu'on parle un peu du discours commercial des assureurs sur le zéro reste à charge. Oui, alors cette question de tiers payant, donc dans votre étude, vous l'avez abordée, et qu'est-ce qu'attendent les consommateurs finalement? Est-ce qu'ils le souhaitent absolument, ce tiers payant? D'une façon générale, on avait posé une question à savoir, est-ce que en tant que consommateur, vous êtes prêt à dépenser plus que ce que vous rembourse votre mutuelle, ou est-ce qu'absolument vous voulez avoir un équipement qui rentre dans votre reste à charge, dans le montant de vos garanties? Ils sont 17% à ne pas vouloir payer plus que le montant du remboursement. Ça vient corroborer les chiffres que je disais tout à l'heure. Il y a une fraction de la population qui effectivement est sensible à un argument commercial d'assureur qui consiste à ne pas dépasser le niveau des garanties, mais la grande majorité des consommateurs sont prêts à dépenser plus que ces garanties. Alors, Monsieur Guénin, le tiers payant, c'est aussi un avantage concurrentiel pour les opticiens. Votre avis sur ce que vient de dire Monsieur Masson? Je crois que c'est vrai. Il n'y a pas, Éric Plat le disait tout à l'heure, il n'y a pas un consommateur unique. Il y a des consommateurs, reste à charge zéro, pour eux c'est important. Il y a des consommateurs qui acceptent de payer plus. C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord, Monsieur Schertz? Tout à fait. Oui. Non, je vais revenir sur le débat d'avant parce que c'était essentiellement les enseignes qui parlaient, qui s'échangeaient sur leurs bonnes pratiques et sur leurs chartes internes qu'ils ont mis en place. Mais pour et du côté des indépendants, voilà, oui, quand même. Parlons un peu des indépendants. Les indépendants représentent quand même encore une grande partie ou quasiment plus que la moitié du marché en nombre de points de vente. Il existe des outils aussi, que ce soit informatique. Et là, on est sur un salon professionnel. Il y a énormément de stands informatiques qui permettent les mêmes choses que les différents logiciels qui sont mis en place dans ces enseignes. Et même chose au niveau des chartes qui, a priori, entre les différentes enseignes qui ne tiennent qu'à eux. Et par contre, il y a des certifications de service qui existent sur le métier d'opticien qui, elles, par contre, sont validées et contrôlées par des organismes externes et qui ne sont pas uniquement de l'interne. Voilà. Donc ça, c'était pour revenir sur. Voilà, donc il n'y a pas que les enseignes qui mettent en place ces structures. Et ensuite, pour revenir aux consommateurs, je pense que ce que souhaite savoir le consommateur lorsqu'il va acheter une paire de lunettes, c'est essentiellement savoir combien il va être remboursé par sa complémentaire santé et ne pas savoir s'il va être remboursé sur ce produit-là, s'il doit acheter ce produit, cet anti-reflet, ce supplément. Et ça, il faut le garder. Et là, l'étude le prouve. Il y a quand même 83% là, des consommateurs qui sont prêts à payer pour un bon produit ce qu'ils souhaitent. Et puis effectivement, je crois que l'étude a également souligné un certain effet pervers du tiers payant puisqu'il incite à consommer plus de lunettes que ce dont on a besoin. Oui, alors la question était le fait d'être mieux remboursé, de ne pas avoir à décaisser. Est-ce que ça vous incite à renouveler plus fréquemment? Et donc 40%, c'est la moyenne nationale. Ça, l'ensemble des assurés disaient, je trouve que c'est un peu plus d'ailleurs, c'est 41% qui disent effectivement le fait d'être bien remboursé, de ne pas avoir à décaisser, m'incite à renouveler plus fréquemment. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on avait ensuite étudié les deux populations d'assurés, ceux qui relèvent d'une assurance proposant un réseau fermé et qui se sont rendus dans le magasin recommandé, et les autres. Et là, on voit que le fait effectivement que ces assureurs mettent en avant le reste à charge zéro, le tiers payant systématique, eh bien, ces consommateurs, ces assurés, ne sont pas à 40%, mais à 53% à dire qu'ils renouvellent donc plus facilement. Madame Lacan, vous avez des chiffres là-dessus ?
Non, je pense que c'est la conjonction du reste à charge zéro et du tiers payant qui peut éventuellement générer ça. Nous, aujourd'hui, on n'observe pas chez nos clients une progression du recours à l'optique liée à la mise en place du tiers payant. Puis il y a un autre aspect, c'est que la pratique de la dispense d'avance de frais est aussi un vecteur de baisse des coûts de gestion parce que ça permet d'industrialiser la relation plutôt que de recevoir des factures papier systématiques. Le coût de gestion pour les assureurs santé est excessivement élevé dans ce cas-là. Donc voilà. Monsieur Garot, votre avis sur le tiers payant ? Je l'ai dit tout à l'heure, le tiers payant est inflationniste. Bon, vous avez un système que en fait l'adhérent obtient une ristourne s'il n'utilise pas le tiers payant, c'est ça ? Alors c'est pas tout à fait ça. Disons que la cotisation que nous lui proposons est une cotisation avec tiers payant, effectivement, et sans tiers payant, il paye 10% moins cher. Alors pourquoi il paye 10% moins cher ? C'est pas pour lui faire plaisir. C'est tout simplement parce que le coût constaté d'un adhérent qui bénéficie du tiers payant par rapport à celui qui n'en bénéficie pas sur l'ensemble des risques est de 10%. Ça veut dire que si l'ensemble des adhérents, si on extrapole, c'est très théorique, mais ça veut dire qu'on pourrait abaisser toutes les cotisations de 10% sans le tiers payant. Si on prend mon exemple, bien entendu. Monsieur Camacho, sur cette question du tiers payant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Véronique Lacan, c'est-à-dire que le tiers payant, il y a un aspect vraiment d'économie, de maîtrise des dépenses de santé, puisque quand on réussit à dématérialiser complètement un tiers payant, on fait gagner une vingtaine de % à l'ensemble de la chaîne. Et là, on n'a pas parlé de contrôle des prix, de contrôle de tarifs, c'est simplement sur des frais de gestion. Donc c'est très très important. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la mise en œuvre du tiers payant se révèle quand même complexe, tant que tous les opérateurs ne fonctionnent pas avec des modes opératoires uniformisés. Et l'économie réelle qu'on pourrait faire sur une mise en place massive du tiers payant, alors avec des outils informatiques bien entendu, parce qu'on a cette chance d'avoir des outils informatiques performants, on doit pousser pour que l'ensemble du marché puisse travailler de manière très fluide, très simple, et finalement faire que la pression exercée par certaines complémentaires santé sur les prix n'ait plus d'intérêt, on va dire, demain, et que ça soit vraiment un intérêt de transparence, de fluidité technique, mais qui repose sur une confiance réciproque. Brièvement, Monsieur Garot. Cela dit, avec le système de carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'est pas dans le tiers payant, mais on est dans la télétransmission d'informations en direct, et donc on n'a pas tous ces frais de gestion liés au tiers payant. Ou à la facturation avec remboursement. Je vois que Madame Lacan veut réagir. De notre côté, malgré tout, beaucoup de nos clients exigent une facture détaillée pour régler et ne se satisfont pas en fait du seul flux qui serait potentiellement télétransmis par la sécurité sociale. D'où des coûts de gestion qui sont quand même tout à fait notables. Alors oui, Monsieur Guénin, très bref parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes. Je pense que on parle de tiers payant, etc. C'est très vrai tout ça. Le débat c'était sur la santé visuelle. Je crois que en plus des techniques, il y a tout ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est ça qui est important. Je crois que les uns et les autres, plus on fera de prévention ensemble, moins vous aurez de sinistres, plus les gens verront clair, etc. Donc je crois qu'il y a tout cet aspect-là qui est un aspect extrêmement important, qui peut être un aspect également de travail en commun. Et je crois que plutôt que de s'opposer, etc., sur des points qui sont souvent des points économiques, etc., qui ont un certain nombre de réalités, de points de vue divergents, etc., et d'accords qui se font ou qui se font pas, il y a des terrains sur lesquels, ensemble, on peut contribuer, dans le respect des prescriptions des ophtalmos, à améliorer la santé visuelle. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Jérôme, je vois que vous acquiescez à ce que dit Monsieur Guénin. On peut que acquiescer, tout à fait. Par rapport à ce qui vient d'être dit, la position du CASOPI, quels sont ses espoirs aujourd'hui ? Pourquoi pas imaginer une réelle table ronde et une réelle discussion autour de ces problèmes de santé et de l'optique. Je pense qu'actuellement ça n'a pas été réalisé. Il n'y a pas eu de réel débat là-dessus, en tous les cas où tous les partis étaient réunis. Donc on est tout à fait ouvert à ça. Oui. Monsieur Camacho, quelles sont les attentes de Crise Group en matière de complémentaire santé aujourd'hui ? Je vous les ai vraiment décrites en amont, c'est de pouvoir simplifier et fluidifier la pratique du tiers payant pour le bien de tout le monde finalement. Et Monsieur Plat, en termes d'évolution des garanties, vous attendez quoi ?
Ouais, je dirais que la démarche entreprise par la société de Monsieur Garros me plaît beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le taux de renouvellement d'une paire de lunettes, c'est 3 ans, 3,8 ans. Et je pense que effectivement, les contrats devraient être rédigés, les contrats des assureurs, devraient être rédigés en tenant un petit peu plus compte de cette réalité-là. Et donc, cela permettrait vraisemblablement de limiter la surconsommation de certains pour améliorer la consommation d'autres. Je pense par exemple à des gens qui vont renouveler leurs lunettes tous les ans, mais pour des questions de mode. Et puis en revanche, des gens qui vont être obligés de se limiter dans leurs dépenses pour des réels problèmes d'amétropie. Donc là, je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener de votre côté pour améliorer vos contrats dans ce sens-là. Le deuxième point qui est important, c'est que le tiers payant, effectivement, fluidifie la relation entre l'OCAM et l'opticien, nous permet d'apporter des informations au consommateur, comme on le disait à l'instant, sur son remboursement, et quand même, c'est la première question que nous pose le consommateur. Et il y a un troisième élément qu'on n'a pas abordé, c'est la fluidité des flux financiers. Si nous, les opticiens, les OCAM, vous souhaitez qu'on améliore notre productivité et notre rapport qualité-prix, il faut aussi nous en donner les moyens. Aujourd'hui, dans un magasin, l'opticien passe un temps considérable à gérer ses règlements. Aujourd'hui, la moyenne des règlements, c'est plus d'1 mois par les OCAM. Madame Lacan, votre conclusion par rapport à ce que vient de dire Monsieur Plat? Nous, on paye les opticiens 72 heures maxi. Voilà. Bravo. On est certifié aussi, comme vous. Voilà. Donc, on suit nos indicateurs. Alors, comment voyez-vous l'évolution à terme des relations entre opticiens et complémentaires santé et des garanties optiques? Je rebondis sur ce que disait Yves Guénin. Je pense qu'effectivement, notamment en entreprise, dans le collectif, mener des actions de promotion de la santé visuelle, c'est important. Nous, on a fait des choses avec des grands groupes. On a travaillé sur... proposer à nos clients de mettre en place, par exemple, des garanties spécifiques pour des lunettes de sécurité, des choses comme ça. Ça a bien marché. Je pense qu'il y a des entreprises au sein desquelles, pourquoi pas, alors je sors peut-être un peu du contexte juridique, mais tout ce qui est peut-être examen de la vue, bilan visuel, formation à la conduite aussi. Il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. Après, sur l'évolution des garanties, je pense qu'également c'est le premier élément qui peut moraliser les choses, éviter des garanties qui ne soient pas limitées dans le temps, plusieurs équipements par an. De plus en plus, nos clients souhaitent mettre en place des garanties qui distinguent les remboursements selon la géométrie, voire éventuellement la correction. Bon, donc je pense que ça devrait se développer dans le temps. Justement, c'est ce que vous disiez, pour permettre à des gens qui ont besoin de verres progressifs, qui sont naturellement plus cher que des unifocaux, d'avoir un remboursement tout à fait correct et un petit peu inférieur sur les unifocaux puisque les prix sont inférieurs. Et je pense que ça va dans le bon sens. Alors juste un point très très bref que je voudrais aborder pour terminer, c'est la récente condamnation de la MGEN pour ses remboursements différenciés, puisque le tribunal d'instance de Paris 14e a rendu son jugement le 7 septembre et nous l'avons mis en ligne sur Acuité en avant-première. Est-ce que vous pensez que ça peut modifier le paysage des complémentaires santé ? C'est clair que l'articulation avec les garanties des contrats est importante pour ceux qui ont adopté ce système-là. Je pense que si effectivement il y avait une réforme du code de la mutualité, le problème ne se poserait plus. Donc je ne sais pas si réellement ça hypothèque de l'avenir. D'accord. La Cour des comptes, d'ailleurs, a estimé qu'il n'y avait pas de problème, et c'est vrai qu'on peut penser qu'il va y avoir... La Cour de compte a rendu un avis effectivement, il serait possible de modifier le code de la mutualité pour mettre fin à mesure législative, qu'il va y avoir une modification du code de la mutualité. Évidemment, j'imagine que certains vont se battre dans ce sens-là. Il me semble quand même qu'il y a un problème de calendrier quand même, puisque la MGEN est en train de renouveler son réseau. Absolument, l'appel d'offres vient d'être ouvert. Le cahier des charges semble bâti sur une disposition illégale. Alors nous reviendrons bien sûr dans nos colonnes sur cette information. Cette émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous espérons que le plateau aura permis de nouer un dialogue constructif à la fois entre les complémentaires santé et les opticiens, mais aussi entre les opticiens, puisqu'on a vu qu'il y avait encore quelques points de divergence. En tout cas, nous retenons l'idée d'une table ronde et on espère que nous aurons contribué à ce que tout le monde se mette autour de la table.
On suivra bien sûr le dossier. Je vous remercie les Aquinotes de votre attention et le public d'avoir été très très nombreux pour ce plateau. On se retrouve à 13h45 pour un autre débat sur un enjeu majeur, les futures délégations de tâches dans le domaine de la santé visuelle. À très vite sur Acuité TV.